Bienvenue, imprudent mortel. Commençons par révéler si l'histoire du tueur du siège arrière ou le passager clandestin était vraie. L'avis dans les commentaires YouTube était que l'histoire devait être fausse, mais sur Instagram, plutôt qu'elle devait être vraie. Eh bien, une fois de plus, vous vous trompez. C'est bien une légende. On l'a dit, légende du backseat killer ou tueur du siège arrière aux États-Unis. J'ai rapporté la version que j'avais vue très précisément dans une émission de Planète Choc, aujourd'hui la chaîne Planète No Limites, et dont je ne sais plus le titre. Il y avait deux émissions de ce style sur Planète No Limites, une qui s'appelait Légendes urbaines, tout simple, et l'autre, je ne sais plus du tout comment elle s'appelait, mais à chaque fois, on vous présentait trois histoires différentes, deux fausses, l'une vraie, il fallait deviner laquelle était vraie. Celle qui était fausse, c'était toujours une légende urbaine dans Légendes urbaines, et dans l'autre émission, ce n'était pas toujours le cas. Souvent, c'était inventé par les scénaristes. Mais il arrivait qu'il s'agisse d'une légende urbaine. Et c'est dans cette émission que j'ai vu donc l'histoire du tueur du siège arrière, dans une reconstitution assez longue, et puis elle s'est révélée donc être une légende urbaine, ce que je savais d'ailleurs. Cette version est à ma connaissance la seule où non seulement le chauffeur du véhicule qui suit la conductrice est précisément un routier, mais où en plus il y a une rencontre préalable à la station-service. Ça explique beaucoup de choses, à commencer par le fait que ce conducteur a très bien vu qui est monté dans la voiture et pourquoi la conductrice a peur de lui. Mais en règle générale, c'est beaucoup plus simple. Quand on rapporte la légende, souvent les gens disent que tout simplement, ceux qui suivent cette conductrice dans la voiture qui est derrière remarquent l'ombre de l'assassin qui sort lentement du siège arrière et ils voient sa silhouette avec le couteau à la main. Ils allument leur feu de route pour s'assurer que c'est bien ça. Et ensuite, ils laissent les feux de route pour prévenir la conductrice, et ceci là qui la klaxonne. Dans l'émission Légendes urbaines, ils rapportaient donc aussi cette histoire, mais dans leur rubrique mini-légendes, des petites histoires un petit peu plus courtes, très même, entre les trois reconstitutions, et là, le spectateur avait juste quelques secondes pour décider si c'était vrai ou faux. Dans cette version, la conductrice, quand elle est suivie, prend peur et s'arrête dans une station-service. Puis elle se précipite à l'intérieur et dit au caissier qu'elle a peur parce que des dingues la suivent en la klaxonnant. Et là, le caissier lui fait la remarque qu'il vient de voir un autre dingue sortir de sa voiture qui est sur le parking avec un couteau à la main et s'enfuir. Cette version-là sous-entend que ce tueur a réussi à fuir, à pied sur une autoroute, je ne sais pas comment, mais qu'il a réussi, et qu'en théorie, il court toujours, qu'il est toujours dans la nature. Ah! Les variantes gore de cette histoire donnent souvent cette version des faits. C'est-à-dire que l'assassin est toujours dehors et qu'il pourrait s'en prendre à bout. Évidemment. J'ai connu une version beaucoup plus noire à cette histoire, évidemment aussi, où cette fois-ci la femme rentre chez elle, toujours suivie par le conducteur qui la klaxonne. Mais dès qu'elle s'arrête et qu'elle a ouvert sa porte, l'autre se garde derrière elle et lui hurle « Fuyez, il y a un tueur sur votre siège arrière ». Sans réfléchir, heureusement pour elle, elle se précipite donc à l'intérieur de sa maison, la ferme à clé, puis regarde par la fenêtre. C'était là vrai. Sa portière arrière s'ouvre, un homme louche en sort avec un couteau à la main, et donc le conducteur qui voulait prévenir, lui aussi s'est garé derrière eux. Seulement là, l'assassin est tellement furieux que sa proie initiale lui est échappée, qu'il se venge en fait sur le conducteur bon samaritain en le lardant de coups de couteau. Et la femme impuissante observe le meurtre depuis sa fenêtre. Puis l'assassin s'enfuit en utilisant la voiture de sa victime. Donc il est toujours dehors et il court toujours. Oups!
Cette variante existait aussi d'ailleurs dans l'histoire du tueur au crochet que j'ai rapporté la dernière fois. Il y a beaucoup de variantes où la chute est que non seulement il y a des morts, mais qu'en plus le tueur n'est pas arrêté et qu'il est toujours dehors. Une contamination avec cette histoire-ci fait que parfois on attribue au tueur du siège arrière non pas un couteau comme arme, mais un crochet. Ce récit aussi figure dans le film Légendes urbaines. C'est d'ailleurs cette façon que se déroule le premier meurtre. Mais comme l'arme de l'assassin est là une hache, c'est avec une hache qu'il se cache sur la banquette arrière de sa première victime, et cette fois-ci, évidemment, la conductrice est tuée. On la voyait également dans une publicité pour une marque de bière américaine, dont la mascotte était un pingouin. Bon, plutôt mignon, moi je trouve, mais il est censé faire peur, in universe. Cette fois-ci, le conducteur est un homme, et lui non plus ne comprend pas pourquoi des gens le suivent en le klaxonnant et il a peur. Et cette fois-ci, l'autre voiture réussit à remonter jusqu'au niveau de sa vitre, et lui font signe, comme ceci, que il y a quelqu'un sur votre siège arrière. Là, en se retournant, le conducteur aperçoit la mascotte de pingouin. Et comme c'est censé être effrayant, je me disais plutôt, là il s'arrête et il préfère carrément, ce conducteur-là, s'enfuir en laissant sa voiture. Ce n'est pas surprenant, parce qu'elles n'ont pas d'auteur et donc pas de droit d'auteur. Les légendes urbaines sont parfois recyclées dans la publicité. Quant à la version que je vous avais rapportée, eh bien, c'est vrai, ainsi que la remarque qu'on a été faite, c'est totalement vrai, qu'elle est un peu paternaliste. Du style, oh, une femme toute seule, ça devrait pas être sur l'autoroute la nuit. Elle semblait avoir une morale comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences, mais quand même, c'est un peu vrai. Ne te balade pas toute seule la nuit. Bah voyons. Pour autant, est-ce que je ne vous raconte toujours que des carabistouilles? Eh ben, laissez-moi vous en raconter une. On va laisser pour le moment les tueurs fous, qui d'ailleurs, ça devrait vous aiguiller vers la vérité, parce qu'en vérité, en fait, ils sont assez rares. Et d'autre part, quand on souffre d'un trouble mental, on est plus souvent mis en danger par les autres qu'on est un danger pour autrui d'ailleurs. Donc laissons là pour le moment les tueurs fous, et passons aux coïncidences difficiles à croire, mais qui existent. Ou pas, à vous de voir. Alors dites-moi si ceci est vrai ou faux. On connaît tous, je crois, des gens qui ont échappé à la mort d'une façon totalement due à des coïncidences qui semblent difficiles à croire. Vous avez certainement entendu parler d'histoires de ces chanceux qui, par intuition ou par pur accident, n'ont pas embarqué sur le Titanic ou n'ont pas eu le temps de monter dans l'un des avions utilisés pour les attentats du 11 septembre, ou encore, comme ce couple français qui avait échangé son billet afin de passer plus de temps avec une amie, avait pris le vol du Concorde du matin et non pas celui de l'après-midi, le 25 juillet de l'an 2000. Amis à qui ils ont écrit une lettre de remerciement, évidemment, quand ils ont appris que ce qui aurait dû être leur Concorde s'était écrasé. Mais en général, quand ce genre d'incident se produit, on ne compte, hélas, qu'une poignée de ces personnes chanceuses. Que diriez-vous si je vous rapportais un accident où tout le monde, je dis bien tout le monde, a eu la chance de survivre? C'est pas possible? Vous allez voir. Dans les années 1950, aux États-Unis, à l'église, la messe du dimanche était animée par une chorale constituée de 15 personnes bénévoles. Cette chorale donc répétait tous les mercredis à 19h20, très précise, car l'exigence pour en faire partie de cette chorale était d'être très ponctuelle. Et au moins 4 des membres l'avaient toujours été, on ne reconnaissait aucun retard en 3 ans. Retenez bien cette information, elle est importante. Un mercredi de début mars, il faisait plutôt froid, d'ailleurs comme le début du mois de mars que nous venons de connaître. Donc le pasteur passa dans l'après-midi allumer la chaudière de l'église en prévision de la répétition. Un modèle ancien qui s'allume avec une allumette, puis il rentra chez lui.
Je me répète, l'heure de début de la répétition était à 19h20 et de plus, presque tout le monde avait coutume d'être là dès 19h15. Seulement voilà, à 19h25 ce jour-là, il y eut une fuite de gaz. La chaudière explosa et l'église avec. Elle ne fut plus que un tas de ruines fumantes. Vous êtes probablement en train de penser la même chose qu'à moi. Mon Dieu, c'est horrible. À cette heure-ci, la répétition avait commencé depuis 5 minutes et de toute façon, la plupart des gens avaient l'habitude d'être présents au moins depuis 10 minutes. Donc tout le monde est mort, c'est ça? Enfin, c'est ce qu'a pensé une femme qui était l'une des choristes et qui habitait à moins de 5 minutes à pied. Elle avait un peu la flemme en voyant qu'il faisait aussi froid. Elle était sortie vraiment à la dernière minute, elle était même un peu en retard. Elle était encore en train de remonter la rue quand l'explosion avait eu lieu en fait. Donc elle était absolument horrifiée, elle s'est précipitée près des ruines et a commencé à chercher des cadavres dessous. Elle n'a rien vu. Tout à coup, elle a entendu une voix derrière elle lui disant « C'est toi, comment ça va ?» Elle se tourne. Ah, un autre choriste. Oui, lui aussi, il était en retard, fort heureusement. Puis 2, puis 3, puis 4 qui arrivent et 15 pour finir. Oui, vous avez bien compris, ils étaient tous en vie et tous en retard, y compris les gens d'une remarquable ponctualité. Que s'était-il donc passé? Une grève des transports? Un autobus n'était pas arrivé à temps? Non. Je parle des États-Unis, il n'y avait pas de transport en commun. Là n'était pas le problème. Chacun était en retard pour une raison différente et propre à chacun d'eux. Dans le détail, le pasteur et sa femme avaient coutume d'aller à l'église avec la plus jeune de leurs filles qui avait 18 mois, faute de pouvoir la faire garder. Mais ce soir-là, au dîner, l'enfant avait sali l'avant de sa robe avec la crème glacée servie au dessert. Elle avait besoin d'être changée, mais la seule robe qu'on lui avait trouvée n'était pas prête. La femme du pasteur avait dû la repasser, et pendant qu'elle s'acquittait de cette tâche, cela les avait retardés. Si vous comptez bien, cela nous fait déjà 3 retardataires, en comptant le révérend, son épouse et leur fille. Une autre choriste, qui était lycéenne, faisait ses devoirs. Elle est en train de bloquer sur un problème de géométrie difficile à terminer. Et sans internet pour les solutions, évidemment. Comme elle savait qu'elle aurait du mal à s'y remettre plus tard, elle était déterminée à terminer, à donc finir ce problème avant de partir. Elle était donc en retard. Cela fait 4 personnes. L'une des choristes, qui était toujours si remarquablement ponctuelle, avait connu une panne. Sa voiture refusait de démarrer. Elle devait y aller avec sa sœur. Elle a même pensé à demander à la lycéenne qui avait tant de mal avec son problème de venir les chercher. Mais au téléphone, elle avait répondu qu'elle était occupée avec son devoir de maths. Cela fait déjà 6 retardataires. Une 7e avait le même souci, croyez-le ou non, une panne de voiture. Donc 7 retardataires. L'un des hommes arrivait généralement avec sa plus jeune fille. Mais ce soir-là, il avait dû rester pour garder la petite, car son épouse était partie voir sa mère pour un problème urgent. 8 et 9 retardataires. Un autre homme qui était choriste, lui était occupé à rédiger une lettre qu'il voulait absolument avoir finie avant la levée postale, la première en tout cas, du lendemain matin. Évidemment, il y a encore une époque sans email. 10 retardataires. La pianiste officielle de la chorale, elle, avait pour habitude d'arriver une demi-heure avant tout le monde.
Mais ce soir-là, elle était fatiguée. Elle avait voulu faire une petite sieste après le dîner, qu'elle ne pensait durer qu'un quart d'heure, mais c'était devenu une demi-heure. Quand sa mère s'était décidée à la secouer, il était déjà 19h15, ce qui signifiait que le temps de se préparer, elle était déjà en retard. 11 personnes. Un homme avait également sa femme qui s'était absentée. Et il s'apprêtait même à aller à la répétition avec ses 2 fils. Mais il s'était arrêté à bavarder avec un voisin et soudain, ah oui c'est vrai, en regardant sa montre, il a vu qu'il était déjà en retard. 11 retardataires. La mère de la pianiste que j'évoquais plus tôt était aussi membre de la chorale. C'était même elle qui la dirigeait et qui avait cette exigence de ponctualité. Mais comme sa fille s'était endormie, était donc en retard, elle aussi elle était logique. 12 retardataires. Enfin, 2 lycéennes devaient aussi être à la chorale ce soir-là. 2 voisines. L'une d'elles écoutait à la radio un feuilleton absolument passionnant. Sachant qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas encore la télévision. Et comme il n'y a pas non plus de replay, le seul moyen de connaître une émission en entier était d'écouter jusqu'au bout. Ce soir-là, elle avait tout simplement décidé que voilà, elle écouterait cette émission effectivement jusqu'au bout, même si cela allait faire arriver en retard. Son amie était passée la chercher, mais en apprenant qu'elle était assise devant sa radio et qu'elle ne voulait pas partir avant la fin, sa voisine décida de l'attendre. Elle s'assit sagement dans le salon, attendit, et donc 14 retardataires. Et on en arrive à cette femme qui, voyant qu'il faisait froid, pas envie de sortir tout de suite, et se dit bon, je suis pas loin, j'ai le temps, ah non, j'ai plus le temps, tiens, 5 minutes de retard, bon bah tant pis. Cette femme met son manteau, son fichu, prend son sac, va dehors, boum, elle voit l'église exploser, et un livre de messe lui passe à celle de la tête. Mon Dieu. Elle se précipite sur place, inspecte les décombres, et comme je vous le disais, rien. Pas de cadavre. Les autres arrivent et comprennent un petit peu médusés à quoi ils ont échappé, en étant pour une fois tous en retard. Était-ce une coïncidence? D'après le pasteur, non. Il a même pensé que c'était un miracle. Mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que cette coïncidence incroyable est vraie ou fausse? Vous pouvez me le dire en commentaire, pas besoin de faire de longs discours, vous pouvez juste dire vrai ou faux. Je vous donnerai la solution d'ici 15 jours. D'ici là, j'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.